Je vais présenter donc Philippe Lépinard, qui est maître de conférence à l'UPEC, et donc qui va nous présenter son projet en ludopédagogie. Merci beaucoup, Sacha. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup tout d'abord pour cette invitation. Je suis très honoré d'être parmi vous et de pouvoir vous présenter donc, le projet en ludopédagogie qui s'appelle EduTeam. Alors, on est très fiers de ce projet pour plein de choses. Déjà parce qu'il dure depuis 2016, donc il a une existence qui commence, qui nous permet d'avoir de vrais résultats maintenant scientifiques et pédagogiques. Et puis, il a remporté l'année dernière un prix. Il fait partie des 10 plus grandes innovations pédagogiques mondiales en business school. Et vous allez voir qu'on ne va pas parler de casque de réalité virtuelle, de métavers, de tout ça. Non, on fait partie dans ces 10 finalistes, il n'y a pas eu de classement dans les 10 finalistes, de ce qu'ils nous ont appelé low-tech. Hein, on utilise du petit matériel, pas cher, en numérique c'est de l'open source, c'est du gratuit. Et par là, on dénote un peu des concurrents de ce projet, qui étaient tous et toutes arrivés avec du matériel à profusion. Bon, alors, au-delà de ce prix dont on est très fiers, on a remporté aussi pas mal d'autres prix, plus petits, au niveau national, au niveau local. Et donc je vais vous présenter un petit peu certains des résultats de ce projet. Alors je dis on, parce qu'on est 6 dans l'équipe. Alors, tout d'abord, dans le contexte de ce projet, c'est au sein de l'Institut de recherche en gestion, c'est-à-dire le laboratoire de recherche de l'IAE Gustave Eiffel, maintenant Paris-Est, ou en tout cas d'ici quelques jours Paris-Est. Dans ce laboratoire de recherche, il y a quelques années, 6 ans exactement, on a créé un groupe de recherche autour de la pédagogie en gestion. Je suis maître de conférence en gestion. Et ce groupe, qui s'appelle Maca Management, eh bien, renouvelle chaque année ses journées pour présenter des travaux de recherche très haut niveau, mais également des pratiques pédagogiques, et c'est ce dialogue entre pédagogues et puis chercheurs qui permet de proposer de superbes projets passionnants. Dans ce groupe de recherche MACA, eh bien, on trouve différents chercheurs et enseignants qui ont envie de parler de ce qu'ils aiment. Certains vont travailler autour de l'art, d'autres autour du sport, toujours en gestion. Hein. Et puis, pour ma part, et avec mes collègues, on est dans l'usage du jeu dans l'enseignement, ce qu'on a globalement appelé ludopédagogie. Alors, pour réaliser ces expérimentations ludopédagogiques, on a monté un Fab Lab, un Game Lab, bon, le nom peut avarier depuis 2015, date de la création, donc un an avant le lancement du projet effectif EduTeam, où on dispose de plusieurs centaines de jeux de toutes sortes. Alors pas que des jeux, vous voyez, il y a aussi des instruments de musique, etc. Mais globalement, c'est surtout des jeux de rôle, donc des ouvrages, des jeux de société, des jeux vidéo. Vous voyez sur la droite, on a des simulateurs de vol, on a des consoles, des wargames, enfin de tout. On en est à plus de 500 jeux, je crois. En tout cas, on cumule l'expérience sur la découverte du jeu et sur leur potentiel intérêt d'intégration dans des enseignements. Donc souvent, dans cette salle, on a des étudiants qui viennent jouer, bien sûr, puisque c'est aussi une belle ludothèque, mais on a aussi des collègues qui viennent nous dire ben, « Qu'est-ce que tu penses pour ce cours-là? Qu'est-ce qu'on pourrait tester ?» Et on fouille. Alors on fouille dans les jeux existants, des jeux grand public, et ça, c'est une particularité de ce projet que je vais vous détailler plus avant. Alors, ce projet-là, l'objectif principal, ce que je viens de dire, c'est d'aller chercher des jeux qui existent, des jeux du commerce. On ne parle pas de serious games. Pas de jeux sérieux, ça ne nous intéresse pas en tant que tel, puisqu'il y a des game designers qui font des jeux avec des pédagogues, et eux sont bien meilleurs que nous, et font des serious games, qui sont souvent très spécifiques à une matière, voire un élément théorique au sein d'une matière. Nous, notre idée, c'était plutôt d'aller chercher des jeux existants, donc de toutes sortes, et de voir si on ne pouvait pas les détourner pour les amener en formation. Cette pratique s'appelle le serious gaming. Il y a d'autres termes qui traînent, mais nous, ici, on va l'appeler le détournement de jeu, tout simplement, de loisirs, ou serious gaming. Nous sommes 6.
Particularité aussi, c'est qu'il y a 4 enseignants, mais il y a 2 étudiants. Un étudiant en informatique qui s'occupe un petit peu du back-office du jeu que je vais vous présenter tout à l'heure, mais notamment des jeux vidéo. On a une étudiante passionnée par les wargames qui, elle, s'intéresse plutôt à l'usage des wargames en formation et qui organise différentes sessions de jeux. Mais au-delà de ces 2 étudiants qui sont avec nous depuis le début, puisque l'informaticien est là depuis sa L1 et on en est au M2, vous voyez, donc il fait la totale. L'étudiante de licence, elle a fait 3 ans puisqu'elle est en L3. On a des projets tutorés aussi autour de ces jeux. Et donc chaque année, on a de nouveaux étudiants qui viennent participer pendant 1 an avec nous à l'usage, à la découverte et à la dissémination de ces jeux dans différents enseignements. On a plus de 160 documents, pas que des articles scientifiques, aussi des articles de vulgarisation. On a publié notamment dans Jeux de rôle magazine, dans Veivictis, les jeux d'histoire, dans Ravage magazine, qui est un magazine sur les jeux à figurines, sur Micro Simulateur pour nos simulateurs de vol. Et en fait, toutes ces publications sont des publications de recherche, puisqu'on touche par là même, eh bien, on diffuse notre recherche au travers de ces magazines. Et on s'est rendu compte, par exemple, pour Jeux de rôle magazine, dans le cadre des jeux de rôle, qu'on avait beaucoup plus d'interactions de collègues enseignants qui lisaient ce magazine que finalement les articles qu'on place dans des revues. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est pour ça qu'on diffuse beaucoup aussi dans ce cadre-là. Il y a des tables rondes, dans les colloques aussi de jeux. On y va. Donc il y a un site où vous pouvez retrouver tout ça. On essaye de publier en Open Science. Les articles qu'on a publiés sont tous en Open Science, pour être accessibles au maximum. Alors, au-delà de ça, le projet du team, il est séparé en 3 sous-parties principales. Vous avez le EduTeam jeux de rôle. Donc, jeux de rôle, ce sont des jeux de rôle sur table. Hein. Je ne parle pas de jeux vidéo. Là, où vous voyez, c'est la photo à gauche, pour des enseignements de langue, d'anglais. Donc on a des collègues d'anglais qui travaillent avec nous, de français langue étrangère. Et ici, pour le coup, c'était un cours de management d'équipe. Ensuite, vous avez à droite les jeux vidéo. Donc là, les jeux vidéo, on est plutôt sur de la gestion, management d'équipe, gestion de projet, etc. J'y reviendrai tout à l'heure en faisant le focus sur un des jeux. Et puis en bas, vous avez EduTeam Wargames, qui sont spécifiquement pour des jeux de gestion aussi, donc management opérationnel, gestion de projet en système d'information. Alors, les éléments principaux de ce projet EduTeam. Tout d'abord, au-delà de l'âge des jeux, il y a une réelle réflexion pédagogique et mise en œuvre, une architecture, j'ai entendu ce terme, je ne l'avais pas utilisé, j'avais agencement, mais architecture, ça me plaît bien aussi, où en fait, l'enseignement est complètement refait pour intégrer que de l'expérientiel. Alors, comment on fait? C'est très simple. On prend le cycle expérientiel de Kolb qu'on a amendé. Puisque l'une des critiques principales du cycle expérientiel de Kolb, c'est que on n'apprend pas que par l'expérience. Il y a aussi de l'apprentissage d'une autre manière, hein, pas forcément sur le tas. Et donc, on a modifié un petit peu l'apprentissage expérientiel de Kolb pour intégrer de l'acquisition et de la remobilisation de connaissances théoriques. C'est pour ça que si, par exemple, on a un cours de 40 heures, eh bien, on le divise en 10 séances de 4 heures et il y aura 10 cycles expérientiels. Et à chaque cycle, eh bien, on remobilise ce qu'on a appris lors des débriefings des cycles précédents. Donc l'ensemble du cours est entièrement transformé de cette manière. Ensuite, on n'utilise pas de jeu dans le monde réel. Si par exemple, on veut faire un cours de management classique, on va aller déplacer des petites figurines Marvel. Pourquoi et dans quel cas? Alors ça, c'était une hypothèse au début. On s'est dit, mais si on allait dans des mondes différents, peut-être qu'on atteindrait une attitude plus authentique des étudiants. Et puis, on s'est rendu compte tout simplement que vouloir jeter les étudiants dans des simulations réalistes, eh bien, ils étaient débordés par la complexité de la situation de gestion et donc n'apprenaient rien. Donc, en amenant petit à petit dans des environnements différents, eh bien, on intègre de la connaissance de manière un peu plus authentique et surtout on la remobilise de la plus faible jusqu'à la plus complexe. Et donc tout ça, c'est ce qu'on a appelé l'isomorphisme épistémique, c'est-à-dire que même s'ils sont dans des univers différents, on s'assure
que les compétences et les connaissances à mettre en œuvre sont bien les mêmes, même s'ils déplacent des figurines Marvel, que lorsqu'ils seront plus tard en situation de gestion. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça l'isomorphisme épistémique et pas l'isomorphisme sensible, où là, en plus, on les met dans une situation de gestion qui est totalement réaliste. Troisième, je l'ai dit, c'est du serious gaming simplement. Donc ce sont que des jeux qui sont déjà existants et pas des serious games. Ensuite, on s'intéresse aussi principalement, et là c'était très intéressant sur les 2 conférences précédentes, où souvent on parle beaucoup d'acquisition de compétences, et là j'ai entendu de connaissances, et là aussi, nous, on travaille sur la connaissance et sur l'acquisition de connaissances. Tous les cours qui ont été convertis de la manière du projet du team ne travaillent que sur de l'acquisition de connaissances de base. Donc ce sont des cours de management pour des licences, licence 1, licence 2, des cours liés au retour d'expérience, on est plutôt sur du master, mais là on est bien sur la théorie du retour d'expérience. Gestion de projet aussi, c'est plutôt du master, mais c'est vraiment aussi l'acquisition de connaissances de base en gestion de projet ou en gestion de projet de systèmes d'information. Alors bien sûr, il faut relativiser, dès lors qu'ils sont en expérientiel, on est bien sur de la proto-compétence. Mais ce n'est pas l'objectif. Alors, le fait de pouvoir mettre un cycle expérientiel par demi-journée ou par séance a aussi une dimension très inclusive. Alors, inclusive au sens de l'Université Laval, c'est-à-dire pour tous les étudiants, qu'ils aient un handicap ou non, que ce soit une dame ou un homme, etc. Ce n'est pas simplement pour les étudiants en situation de handicap. Inclusif pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en mettant le nombre de séances expérientielles aussi important, chaque étudiante et chaque étudiant va prendre le rôle du manager, du chef de projet. Souvent, quand on fait une séance expérientielle, avec du jeu ou pas, d'ailleurs en simulation, on demande toujours qui veut faire chef de projet, c'est toujours le même mal alpha qui lève la main. Et puis on se rend compte, et c'est terrible, qu'en Master 2, dans de nombreuses classes en école de commerce, quand je demande à des étudiantes si elles ont déjà pris le rôle de chef de projet dans l'environnement bienveillant, plus ou moins bienveillant de l'université, certaines étudiantes me disent non. Donc elles sont au niveau de Master 2, elles n'ont jamais pris le rôle de chef de projet ou de manager dans une situation d'apprentissage, ce que je trouve terrible. Et donc là, tout le monde passera. On est en management, il faut y aller, donc tout le monde passera. Et en plus, on essaye réellement de mettre en place de l'essai-erreur. Pourquoi? Parce que si on arrive à multiplier le nombre d'équipes par le nombre de séances, tout le monde peut passer 2 voire 3 fois manager. Et donc, au-delà de corriger ces éventuelles erreurs, eh bien, on mobilise de plus en plus d'acquis qui ont été vus de manière différente, pas forcément en jouant en manager, mais en regardant ses camarades, ou aussi en observant, puisqu'il y a des rôles parfois d'observatrice et d'observateur. Et pour ça, pour les rendre authentiques, pour qu'ils n'aient pas peur de se lancer, on n'intervient jamais dans le temps de jeu. Donc que ce soit de l'anglais comme je vous l'ai présenté, du français langue étrangère, du management, etc. Le temps de jeu dure à peu près 1 heure sur les 4 heures. Sinon c'est du briefing, préparation du jeu, du scénario. Et puis enfin après c'est le débriefing, c'est la phase la plus importante. C'est là où il y a de la conscientisation, la conceptualisation et de la recontextualisation du savoir. Mais du coup, pendant cette heure de jeu, on n'intervient jamais. On laisse les étudiants qui très mal parler anglais, c'est pas grave, puisque c'est justement ça qui va être traité en débriefing par les enseignants. Et en management, des fois l'équipe s'écroule complètement, et bien c'est justement ça qu'on va travailler ensuite dans le débriefing. Et là, ils l'auront vécu, et donc ce sera beaucoup plus simple, puisque le débriefing se fait aussi de manière inductive, c'est-à-dire que l'enseignant va éclairer par la théorie des choses que les étudiants ont vécues en amont. Et donc, ils vont le dire par eux-mêmes. C'est d'abord les étudiants qui parlent et c'est l'enseignant après qui raconte, voilà, là, ce que vous avez dit, ça correspond à 8 des 10 rôles intégrés du manager de Mintzberg. Voilà. Et comme ça, tout de suite, ils l'ont vécu et on rajoute bien sûr les 2, parce que tous ne sont pas, pour cet exemple, ressortis. Alors, les premiers résultats de ce projet du team, c'était d'abord un travail entre chercheurs. Finalement, qu'est-ce que c'est la ludopédagogie ? Donc, au tout début de ce projet, on est allé voir ce qui se faisait et on a identifié 9 techniques ludopédagogiques. Donc, les 9 techniques ludopédagogiques,
sont celles-ci, je vous les fais apparaître toutes d'un coup. Vous avez d'abord la gamification classique, où vous avez des simulations gamifiées. Donc une simulation gamifiée, c'est souvent, et à tort, considéré comme des serious games. Une simulation d'entretien, c'est pas parce qu'il y a 3-4 étoiles que c'est fun, hein, quand on rejoue sa vraie vie. Mais c'est ça, c'est une simulation gamifiée. Ensuite, toutes les activités où vous avez la fameuse triade de la gamification, les points, les classements, les badges, les récompenses, eh bien, c'est des activités pédagogiques. Certains disent que tout l'enseignement est du coup gamifié, puisqu'on a des points. Bon. Ensuite, vous avez les serious games, et vous avez ce qui nous intéresse, nous, le serious gaming. Donc, il peut être complet ou partiel. Complet, ça veut dire que vous prenez le jeu à l'identique et que vous ne modifiez pas les règles ni le matériel ludique. Vous le prenez à l'identique. C'est extrêmement rare qu'on puisse prendre un jeu à l'identique pour le garder. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'avec les enseignants, on fouillait. On prend des pions d'un jeu, on prend des cartes de l'autre, et puis on essaye de concevoir quelque chose. Et puis vous avez donc un petit peu le parallèle. Donc le partiel, c'est ça, c'est quand le jeu n'est pas tout à fait intégrable. Voilà. Alors, un jeu partiel est modifié, mais il peut être modifié par l'éditeur lui-même. Par exemple, si on prend Minecraft, eh bien, Microsoft a créé Minecraft Education Edition. Ils ont rajouté eux-mêmes des dimensions. Ce n'est pas forcément l'enseignant qui va modifier le jeu. Ensuite, vous avez une autre technique qui est tout simplement de faire créer des serious games à vos étudiants. Donc, ce que j'ai appelé donc, le Serious Game Design, où là, vous avez par exemple Philippe Sabine à Londres, qui fait concevoir des wargames sur des batailles particulières pour faire apprendre l'histoire aux étudiants. Donc il leur donne les ressources académiques, et par ces ressources, ils en font un Serious Game. Et donc on sait qu'on apprend beaucoup en essayant de transmettre aux autres, et c'est l'idée. Ensuite, vous avez la ressource prétexte. Alors, j'ai fait un petit clin d'œil cybersécurité, puisque le Honeypot, c'est ça, c'est-à-dire qu'on attire l'étudiant en lui disant qu'il y a du jeu. Voilà, donc c'est aussi une pratique où le jeu ne sera finalement que très peu présent. Ça se fait en école d'ingénieur où, par exemple, au lieu de travailler sur, c'est un exemple que je vous donne, sur le parking et calculer le nombre de voitures qui rentrent, eh bien, on va travailler sur un simulateur de vol et on va travailler le même langage de programmation, mais on se rend compte que si on va sur un simulateur de vol, ça attire plus d'étudiants que sur un parking. Ensuite, vous avez les deux dernières méthodes qui ne peuvent pas se mettre dans un enseignement formel, mais qu'on identifie aussi. C'est tout simplement l'apprentissage incident quand on joue. Alors, vous jouez dans un cadre mais purement loisir ou personnel, bien, vous pouvez apprendre des choses, et on a des jeux de rôle qui se passent dans des mondes imaginaires, dans le monde nordique, ou même Lovecraft, avec le monde de Cthulhu. Finalement, on apprend qui est Lovecraft, un auteur horrifique, qu'on n'aurait pas forcément appris d'une autre manière que par un jeu. Mais vous voyez que là, ça dépend totalement du choix du jeu de la personne qui va jouer. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque une assistante sociale, on a travaillé sur ce projet pour essayer de mettre à des étudiants différents jeux, et en fonction de l'attrait qu'ils avaient de tel ou tel jeu, leur proposer des cours supplémentaires pour aller plus loin. Mais par défaut, ça dépend quand même de l'intérêt personnel de chaque étudiant. Et puis le metagame, c'est un petit peu la même chose, sauf que ce n'est plus dans le jeu, c'est en dehors. On s'est rendu compte, par exemple, lors d'un cours sur la prospective, réalisé aussi avec des jeux de rôle, et notamment Diane Desposito, qui est auteur d'un jeu de rôle entre le transhumanisme et en tout cas le post-apocalyptique, que des étudiants, après avoir joué, après avoir suivi ce cours, étaient allés se renseigner par eux-mêmes pour développer leur culture sur cette thématique. Donc là aussi, ça dépend intégralement des gens. Donc les deux derniers ne peuvent ou sont difficilement implémentables dans le cadre d'un cours formel. La deuxième chose qu'on a identifiée au travers du projet EduTeam, ce sont 6 critères pour choisir les jeux. Donc, je vous rappelle quand même les enseignements. Donc on est sur des enseignements d'anglais, enseignement de français langue étrangère, de l'enseignement de management d'équipe, management opérationnel, gestion de projet système d'information. C'est important que je vous rappelle ces cours, puisque ces aspects qu'on a identifiés pour le jeu ne conviendraient peut-être pas à d'autres cours. Alors, les 6 critères, c'est d'abord la décontextualisation, j'en ai parlé.
plutôt dans des mondes imaginaires que dans des mondes réels, ce point-là n'est plus vrai dès lors que les étudiants ont acquis des connaissances dans le domaine, où là, on va commencer à les intégrer dans des simulations plus réalistes. Mais au départ, pour l'acquisition initiale des connaissances, on s'est rendu compte que c'était efficace. Ensuite, la liberté d'action. Tous les jeux que nous utilisons sont des sandbox. Il n'y a pas de scénario à suivre, ou en tout cas, ce sont des scénarios, des graines de scénarios que l'enseignant donne, mais il n'y a pas de suite logique. Voilà, vous avez un wargame, vous faites ce que vous voulez. Vous avez un jeu de rôle, vous imaginez ce que vous voulez. Vous avez eh bien, le jeu Minecraft ou Mindtest que je vais vous présenter, bah, c'est pareil, on est en totale liberté dans le monde. Il faut aussi que les actions des étudiants soient transparentes. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de l'aléa, on peut jeter des dés, mais il faut qu'ils comprennent pourquoi ils ont réussi ou non l'action dans le jeu. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'ils la réussissent qu'ils vont rater leur séance, au contraire, il n'y a aucun lien, et c'est justement le quatrième point, c'est le découplage. Contrairement à un serious game où la courbe d'apprentissage est liée à la courbe d'avancée dans le jeu, là, ce n'est pas le cas du tout. Là, le scénario dans le jeu peut être complètement raté, une équipe peut perdre tous ses lancers de dés et terminer dernière, mais avoir performé en tant qu'équipe et donc avoir plein de choses à dire super intéressantes dans le débriefing. Donc ce découplage-là, c'est vraiment pour s'éloigner encore plus du serious game. La flexibilité scénaristique, eh bien, bon, moi j'ai envie de changer de jeu, je change de jeu, ça ne change rien du tout au cours. Donc chaque année, je mets des jeux différents. Là, c'est Marvel et Star Wars. L'année dernière, c'était du Warhammer. Voilà. Des jeux avec figurines ou des wargames classiques, ça ne change rien. On peut changer tous les ans. Et donc, les étudiants sont surpris parce qu'ils entendent parler de Marvel. Là, ils pensent tous qu'ils vont faire du Marvel l'année prochaine. Ce ne sera pas du Marvel. Voilà. Et puis, bien sûr, la faisabilité. Alors, vous voyez que, d'habitude, en pédagogie, faisabilité, il y a marqué coût en premier. Et là, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis parce que finalement, on veut mettre un wargame. Un wargame, ça vaut effectivement peut-être 100 €. On veut mettre... mais c'est 100 € pour 50 heures de cours sur 10 ans. Vous n'êtes pas obligé de payer des abonnements comme des business games, chaque année, à 50 € par étudiant, qu'il faut renouveler. Là, en termes de matériel, c'est peu cher, il faut quand même l'avoir. Il y a des soucis logistiques en revanche. Pour du jeu de rôle, par exemple, une classe de 30 étudiants, il faut 4 salles. Trouver 4 salles, parfois, c'est compliqué durant certaines périodes, sinon ils vont s'entendre. Ou s'il y a des énigmes, effectivement, cette année on ne met pas des jeux de rôle en cours d'anglais, on va mettre des jeux à énigmes, d'ailleurs dans le monde de Lovecraft. Bon, pareil, il ne faut pas qu'ils s'entendent répondre aux énigmes, donc voilà, il peut y avoir quelques soucis de logistique. Voilà les 6 critères pour choisir nos jeux. Donc on a tout ça, on en a acheté beaucoup, on les a testés beaucoup, et puis on a identifié ça, et avec ça, on tombe généralement sur les wargames, sur les jeux de rôle et sur les jeux de construction comme Minecraft. Alors maintenant, je vais faire un focus sur le numérique, et notamment sur la frugalité technologique. Puisque c'est un petit peu ce qui caractérise le projet ici, notamment la dimension internationale avec le jeu Mindtest que je vais vous présenter après. Alors, dans les jeux vidéo, alors je parle de frugalité, c'est pas vrai pour les simulateurs de vol du bas, mais dans le cas de jeux vidéo, on en utilise trois types de jeux. Donc on utilise des jeux de gestion de projet, donc celui-ci est excellent, Kerbal Space Program. Vous envoyez des petits, enfin il faut construire en fait. Vous avez votre compagnie spatiale en fait, et vous envoyez des vaisseaux, votre centre spatial, votre NASA ou l'ESA, et vous construisez vos vaisseaux spatiaux, vous envoyez sur la Lune ou d'autres planètes. Alors, il est magnifique pour la gestion de projet, pour la gestion d'équipe. Malheureusement, il n'est pas en multijoueur. Mais la version 2 qui devrait paraître l'année prochaine va être en multijoueur. Donc là, on va pouvoir mettre une classe complète et bien, mettre un petit peu de concurrence pour savoir qui le premier va amener un vaisseau en orbite. Ensuite, en bas, vous avez donc des simulateurs de vol. Ces simulateurs de vol-là, pour l'instant, c'est un projet de recherche, un sous-projet de recherche, pour savoir un petit peu comment
on peut aborder tout ce qui concerne le retour d'expérience, la gestion de crise, au travers des simulateurs de vol. Et puis surtout là-haut, Minecraft et puis le petit logo là ici qui est de Minetest. Alors Minecraft, je pense que tout le monde connaît. Je rappelle juste que c'est un Lego géant où on peut tout casser et tout reconstruire en multijoueur. L'inconvénient de Minecraft, c'est qu'il est payant. Il coûte quelques euros, c'est pas grand-chose, mais par étudiant. Et donc si on veut en mettre 1000, les coûts peuvent être rapidement élevés. En plus, il est lourd sur les ordinateurs des étudiantes et des étudiants, donc il faut du matériel performant. Et puis, il est limité à 30 personnes dans le monde. Alors, si ça peut marcher pour une petite classe de master, ça devient compliqué pour un groupe de licence, comme moi, où on est allé jusqu'à 130. Donc, c'est pour ça qu'en fouillant, on a trouvé l'équivalent de Minecraft en open source et gratuit. Alors, vous voyez une image tirée justement d'un cours où je leur ai demandé de construire la Station spatiale internationale, donc dans un cours de gestion de projet de système d'information. Donc tout ce qu'ils faisaient dans le cours et donc dans le monde, il y avait à côté un ERP qui permettait de travailler sur les stocks, sur les projets, sur les tâches, la répartition, sur la partie RH en fait, des équipes. Alors, Minetest, comme je vous l'ai dit, c'est open source, c'est gratuit. Important, vous voyez, ils ont tous la même tête, les étudiants. Ils ne peuvent pas changer d'habit, etc., tout ça. Vous gagnez déjà une demi-heure au début. Voilà, donc ils sont tous pareils. Voilà. Et puis, donc, par contre, les deux principales activités comme Minecraft sont là. On creuse différents matériaux et on craft, c'est-à-dire qu'en en assemblant plusieurs, on crée de nouveaux matériaux. Et puis, ce qui est super, c'est que c'est multiplateforme. C'est-à-dire que ça tourne sur n'importe quoi, donc Windows, Mac, etc. Mais surtout, ça ne s'installe même pas. Donc, c'est-à-dire que des étudiants qui avaient que des ordinateurs bureautiques d'école, eh bien, on peut le mettre dessus. Et ça, c'est plutôt sympa. Et puis, en termes de nombre d'étudiants, je dis, on est monté jusqu'à 130, sans aucun ralentissement de la plateforme. Alors, quand je vous dis que c'est gratuit, c'est pas tout à fait vrai. C'est gratuit si vous l'utilisez en classe avec un enseignant qui va lancer le jeu sur son ordinateur. Par contre, si vous voulez mettre beaucoup de monde dessus et surtout, vous allez voir, avoir une dimension internationale, eh bien, il faut louer un serveur. Et donc, ça nous coûte 1 000 € sur l'année pour autant d'étudiants, autant de cours que l'on veut. Mais il faut quand même louer effectivement un serveur. Alors, pourquoi on a dit que ça rentrait dans le cadre des innovations frugales ou en tout cas de la frugalité technologique? Tout simplement parce que vous voyez, chaque critère qui était représenté en haut, j'ai mis ces fameux critères proposés par Verotierstat, donc qui sont la réduction des coûts. Là, on est gratuit ou quasi, puisque 1 000 € pour une université, c'est pas grand-chose. On s'est concentré sur les fonctionnalités essentielles. Creuser, produire. On se fiche de comment ils sont représentés, les avatars. On se fiche des animaux, ou même eux, si leur mouvement il est joli quand ils se déplacent, etc. Aucune importance. Et puis, surtout, on a une performance du logiciel qui tourne sur, donc je vous l'ai dit, sur n'importe quoi, vraiment efficace. Alors, pour ça, on a créé un projet tutoré qui se renouvelle depuis maintenant 3 ans, et dont Julien Meunier, donc, qui est l'étudiant qui fait tourner le serveur. Donc chaque année, on renouvelle une partie de l'équipe pour maintenir en compétence l'équipe. Comme c'est de l'open source, le risque de l'open source, c'est que les compétences disparaissent. Puisqu'il faut maintenir le serveur à jour, il faut le faire évoluer, il faut rajouter des add-ons. Donc en fait, le projet tutoré sert de transfert de compétences d'équipe. Donc la moitié de l'équipe est renouvelée chaque année pour conserver les compétences. Alors, on fait quoi vous voyez, vous aurez toujours ces petits personnages verts en jean bleu, qui que ce soit. Donc, on l'utilise pour faire des cours en management, des cours de projet en management de projet, des projets tutorés, des compétitions de créativité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les cours, on les a fait avant
la pandémie Covid en présentiel. Pendant la pandémie de Covid, ça n'a strictement rien changé. Et après la pandémie de Covid, avec ceux qui étaient en présentiel et ceux qui étaient à distance, parce qu'ils avaient le Covid. Donc on peut passer en comodalité, à distance ou en présentiel, de manière extrêmement fluide, puisque le jeu est sur un serveur, donc il n'y a pas de souci. Et puis l'échange, par contre, le briefing et le débriefing se font classiquement sous Teams, sur Zoom, etc. Alors, l'idée aussi, et c'est un petit peu le succès qu'on a eu avec ce projet, c'est qu'on en a fait des activités pédagogiques internationales, puisqu'on s'est dit, bah, finalement, c'est sur un serveur, on n'est pas obligé d'être présent en salle, est-ce qu'on ne pourrait pas faire participer différents étudiants de multiples universités? Et donc, on a fait 2 tests. Un premier test qui a eu lieu début 2021, avec 36 étudiants de 5 nationalités. Donc on avait la chance encore d'avoir les Ukrainiens, donc Ukrainiens, Indiens, Canadiens, Allemands et Français. Et donc pendant 2 mois, on a mis ces étudiants avec un défi de construire l'université du futur. Là, l'idée était uniquement technique, savoir si on était capable, nous, de soutenir techniquement. Donc ils étaient complètement autonomes, projet, s'ils ne rencontraient pas de difficultés techniques, en tout cas s'ils en rencontraient, comment on pouvait faire pour les corriger. Et donc pendant 2 mois, ils ont travaillé, vous allez voir l'image des travaux qu'ils ont fait. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils ont fait durant 2 mois. Donc vous voyez, il y a tous les drapeaux. Alors c'était rigolo parce qu'il y a une nation qui a voulu mettre le drapeau un petit peu en avant. Et donc il y a une autre nation qui m'a dit, c'est bizarre, il y a un drapeau trop en avant, il faudrait le reculer. Vous voyez, en haut à gauche. Donc bon, c'était assez rigolo. Et puis, ce qui nous a beaucoup plu, c'est qu'au début, chaque nation a fait son bâtiment. Et puis les Ukrainiens, ils ont eu une super idée de faire un métro. Et donc, le métro qui relie tous les bâtiments réalisés par chaque pays a été fait par les Ukrainiens. Et ça a déclenché le vrai travail d'équipe internationale. Puisque c'était dans une seule équipe, hein, il n'y avait pas une équipe française, etc. C'était une équipe internationale. Il y avait un enseignant qui suivait globalement, mais il n'y avait pas de notion d'apprentissage en tant que tel, c'était juste découvrir ensemble. Et le fait que les Ukrainiens créent le métro, eh bien, il y a plein de bâtiments qui sont apparus, construits par, alors pas forcément par les 5 nations, mais des étudiants de 2 ou 3 pays qui se mettaient ensemble. Alors qu'avant, ça restait isolé, donc comme quoi. Voilà. Donc là, le métro, on ne le voit pas, mais il y a quand même les stations à quelques endroits qu'on arrive à identifier. Alors, on l'a refait une 2e fois, puisqu'on a vu que techniquement, bah, ça tournait. Ce qui était rigolo, c'était sur 12 fuseaux horaires, donc il y avait... quand vous y alliez, il y avait toujours quasiment les étudiants indiens, et puis après vous aviez plutôt les Canadiens, et puis, donc c'était assez intéressant. Et donc on l'a refait une 2e fois, avec un petit peu moins de monde, mais là avec un objectif pédagogique. Donc là, c'était sur 3 universités, néerlandaise et puis nous, et là, il y avait un ECTS à gagner pour tout le monde. Donc là, les étudiants qui rentraient dans le projet, c'était un cours de gestion de projet normal, mais il y avait vraiment à la fin une évaluation classique. Et donc on a eu 17 étudiants de 3 nationalités qui ont participé, qui ont reproduit je vous le montrerai si le jeu fonctionne toujours, mais normalement oui, mais ils ont reproduit un quartier d'Amsterdam. Donc c'était super parce que les étudiants allaient sur place, prenaient des photos, les envoyaient aux autres étudiants qui modélisaient ensuite dans Mindtest. Voilà, alors avant de vous montrer le jeu en quelques secondes, donc quelles sont un petit peu les conclusions, la synthèse? Ce que je ne vous ai pas montré, ce sont les résultats en termes d'acquis d'apprentissage. Tout simplement parce que je les ai montrés il y a quelques semaines seulement dans un colloque, des articles sont en cours d'évaluation, mais les résultats en termes d'acquis d'apprentissage sont phénoménaux. On a des moyennes de 15, 16 globales, alors que les années précédentes, c'était 12, 11. Donc il y a vraiment des preuves d'acquisition d'apprentissage qui sont fortes.
On évalue aussi via Kirkpatrick, les 2 premiers niveaux du modèle de Kirkpatrick. Les résultats sont tellement forts que c'est la première fois que pour un article, on me demande de prouver les résultats en envoyant les résultats des questionnaires. Complets, bruts. On est sur du 3,7, 3,8, 3,9 sur 4 sur l'ensemble des critères de Kirkpatrick. Donc voilà. La première partie, inclusion, engagement, enjoyable pedagogy, vous voyez, bon, les étudiants qui sont encore masqués, je pourrais bientôt changer la photo. Donc, on valide scientifiquement via des auto-évaluations, via des observations. On essaie de travailler en low cost, que ce soit pour du jeu vidéo, mais aussi pour du jeu de plateau. Et puis, je vous ai parlé quand même de la dimension connaissance, acquisition de connaissances, mais bien sûr, on peut largement, pour certains cours, aller plus loin et aller en compétences. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir. Je vais mettre le jeu qui tourne en arrière pendant, si jamais il y a des questions. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce qu'il y a éventuellement quelques questions? Merci beaucoup pour ta présentation, c'était très stimulant. Est-ce que tu peux revenir justement sur la question post-jeu, débriefing et évaluation, finalement, comment vous avez évalué les compétences acquises? Est-ce que c'est des évaluations tout à fait traditionnelles, oui, ou est-ce qu'elles sont différentes ou, voilà, donc la partie post-jeu, la partie débriefing. Alors, bon, là juste, on est donc à Amsterdam, c'est le quartier que les étudiants ont construit, on est de nuit, mais le temps que je réponde aux questions, on va peut-être passer de jour. Alors, effectivement, le temps post-jeu, vous l'avez compris, est plus long que le temps de jeu. Ça, c'est clair, puisque tous les étudiants vont parler. D'ailleurs, on utilise des fois la méthode Lego Serious Play pour faire une partie du débriefing, mais en tout cas, tous les étudiants vont parler, et l'enseignant, facilite, ou en tout cas interagit et apporte, fait conscientiser la théorie en donnant le vrai lexique. Bon. On utilise le modèle de débriefing de Sigmund et Hall en 3 temps, donc qui est tout ce qu'il y a de plus classique, qui est d'abord une partie où l'émotion doit se décharger. Et d'ailleurs, j'ai un conseil, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose que je ramène de mon ancienne vie de pilote, où avant de commencer le débriefing en tant que tel, ne donnez pas une pause à vos étudiants. Parce que dans cette pause, c'est là où il va se dire plein de choses passionnantes que vous allez pouvoir utiliser en débriefing. Donc la première partie de ce débriefing, c'est tout le monde a envie de parler. Ceux qui ont gagné la partie, ils vont exploser de joie, ils vont s'applaudir, vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Les autres, ils vont essayer de se remonter le moral. Bon, donc cette partie-là est extrêmement riche en termes d'apprentissage pour nous, enseignants, pour rebondir ensuite durant. Parce que des choses vont se dire là qui ne ressortiront pas dans la partie un petit peu plus formelle. Et donc ensuite, après le débriefing, la deuxième étape, c'est celle-ci, c'est on fait parler tout le monde, on plaque un petit peu la théorie sur ce qu'ils ont vécu, et ils se rendent compte que finalement, la théorie managériale, elle provient bien de la réalité, et pas simplement des livres. Ils font le lien tout de suite, donc ça, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure pour Mintzberg. Et puis, la troisième étape, c'est un petit peu la recontextualisation. Donc là, si ça s'y prête, parce que les étudiants comprennent très bien comment on recontextualise la théorie, mais s'il y a des doutes, c'est là où on va recontextualiser en disant, et là je donne parfois des cas réels où telle ou telle théorie peut être pratique. Mais généralement, ils le font d'eux-mêmes en fait dans la discussion. Alors pour les évaluations, elles sont tout à fait classiques. QCM de connaissances à chaque début de cycle expérientiel sur ce qu'on a vu avant. Voilà, pour voir si le lexique est appris, déjà. Donc, tout à fait classique. Et puis, à la fin, un partiel pour les licences. Pour les masters, il n'y a pas forcément de partiel, ça dépend. Donc, on trouve un petit contrôle écrit. Mais sinon, pour les licences, il y a un partiel, tout ce qui est plus classique. Sauf que le partiel, les résultats du partiel étaient tellement bons, puisque ils avaient mis en place la théorie que
j'ai arrêté de leur poser des questions de théorie, puisqu'ils l'avaient vraiment acquise, et donc je leur demande quelque chose d'un peu plus réflexif sur leur propre attitude. D'ailleurs, le dernier examen, le dernier partiel, la feuille d'examen, il tournait, il y avait marqué « vous », c'est tout. Voilà, ils étaient dans un cours de management, vous, bah, ils m'ont raconté leur vie d'eux en tant que manager. Donc on est plus réflexif. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en termes d'évaluation, on a mis une évaluation intégrative, notamment via l'activité qu'on fait chaque année, le hackathon, où ils participent. Et au travers de ce hackathon, ben, ils peuvent mettre en place de nombreux acquis d'apprentissage de différentes manières. Hein, c'est une évaluation intégrative. Et là, j'arrive à voir que plusieurs semaines ou plusieurs mois après, ils ne se rappellent peut-être plus du bon de Mintzberg, mais ils se disent « Ah, je sais que ça existe, qu'il y en a 10, je vais essayer de les mettre en place », sans forcément qu'on leur demande. Donc en évaluation intégrative, on voit que même s'ils n'ont pas tout retenu, puisque certaines, hackathons des fois c'est 8 mois après, ils n'ont pas forcément tout, ils savent où aller chercher la connaissance pour essayer de la remettre en œuvre, sans qu'on leur demande. Et donc là, c'est particulièrement intéressant. Mais en termes d'évaluation, du coup, hormis ces 3 stades, rien n'est, il n'y a pas d'évaluation particulière. Et d'ailleurs, au début, je n'ai pas voulu qu'elle soit particulière pour pouvoir comparer avec ce que je faisais avant. Puisque ce sont une expérimentation longitudinale. Je n'ai pas mis un groupe d'une manière classique et un groupe avec ça. J'ai préféré utiliser une méthode de réitération de la même pratique sur, maintenant on en est pour les premiers, avec le Wargame, on est sur la 4e année avec des résultats identiques. Donc là, donc je ne compare pas aux autres méthodes, je vérifie juste qu'elles fonctionnent. Voilà. Ok, merci beaucoup Philippe.